Mon père me dit mais vous devez faire ça tous les 6 mois. Je lui dis t'es gentil, mais il faut trouver des bonnes idées, quoi. Donc une année plus tard, je me dis mais bon, il faut essayer de faire ça de manière régulière, une fois par an, la même recette. On fait un produit fou, symbolique. On fait un petit film décalé avec une touche d'humour, mais il faut qu'il y ait un sujet. Quel est le sujet qui me vient à l'esprit? Et il me trottait dans la tête déjà avant, c'est le Swiss Made. Donc changement de régulation, le Swiss Made, je disais avant, passe de 50% à 60%. C'est pas suffisant pour nous qui sommes 100% suisses, donc on annonce courant 2016, courant 2016, vers fin 2016, que dorénavant toutes les montres Moser n'auront plus le label Swiss Made, parce qu'on considère que c'est pas au niveau de ce qu'on fait, vu qu'on est 100% suisse, et qu'on va lancer la montre la plus suisse jamais produite. Alors la grande spéculation autour de ce sujet-là, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc autour du 15 janvier 2017, on lance la Swiss Mad Watch, qui est une marque avec un cadran qui reproduit un peu de manière un design du drapeau suisse avec la petite croix blanche sur fond rouge, et une boîte en fromage, donc la boîte de la carrure de la montre en fromage du Vacherin Mont d'Or de mon village, meilleur fromage du monde. Petit coup de pub. Et sur un bracelet en peau de vache. Donc la Swiss Mad Watch, la montre en fromage, pièce unique, qu'on lance à ce salon de la haute horlogerie. Pareil, ça devient la montre dont tout le monde parle. On a de nouveau CNN, Bloomberg, tous ces médias qui viennent nous voir parce que voilà, qu'on veut avoir votre opinion sur le Swiss Made, avec la petite vidéo. Donc j'ai dû je pense que je l'ai vu des milliers de fois, j'en peux plus de cette vidéo. Edouard, voilà, on vous mettra ça. Mais... c'est une vidéo un peu à la $1 Chef Club, la vidéo. Exactement, ouais. Donc c'est une séquence où on traverse une étable avec des vaches et on parle en fait de tous les stéréotypes de la Suisse en disant voilà, on vend du fromage, mais on vend du chocolat, mais on n'a pas de cacao chez nous. Ce qui est juste à mourir de rire, faut le dire, parce que quand tu connais un peu les gens chez Moser, il y a quand même la moitié de la boîte de l'époque. Ils sont tous tous les acteurs sont mes collègues. Ouais. C'est ça. Il y a Heidi, c'était Swirling, c'était une petite chinoise que j'avais rencontrée à Paris, qui a travaillé avec nous longtemps et adorable. Et là, elle joue Heidi dans la. Il y a Hammer qui est que tu connais, qui est d'Arabie Saoudite, qui fait le banquier suisse, qui blanchit l'argent. Ah ouais, non, on s'est tapé un peu tous les stéréotypes. On a même pensé à un moment se faire Roger Federer, vu qu'il avait des origines sud-africaines, mais tu peux pas. Roger Federer en Suisse, tu peux pas. On se dit non, là tu vas trop loin. Donc non, on a fait tout le reste et on a fait ce film vraiment décalé qui a fait. Et comme c'était, je pense que la chance de ça, c'est qu'on s'est pas pris au sérieux. Si on avait essayé de faire ça un peu Hollywood style, là, on se serait un peu tapé sur les doigts. Mais là, c'était tellement naze, tellement self-derision que ça a très très bien marché et que ça fait énormément parler Moser dans des sphères qu'on n'aurait pas touchées. Et alors oui, pendant des années, on m'a parlé de la montre au fromage et de ma performance cinématographique avec un petit sourire en coin, mais en même temps, tous ces gens-là, ils ont parlé de Moser. Et ça a ouvert une petite fenêtre sur notre univers. Les gens sont venus sur notre site web, ont découvert nos réseaux sociaux, ont découvert la marque et tout ce qu'on sait faire derrière. Et c'était la difficulté, c'est ensuite d'amener les gens à découvrir la réalité de ce qu'est Moser. Ouais, c'est parce que c'est vrai que le commun des pros de la com te dirait mais tu peux pas faire ça dans le luxe en fait, non? Il y a un peu un côté peut-être qu'aujourd'hui non, vu que ça a marché pour nous, mais encore une fois, je pense que on y revient, c'est le côté humain du luxe. Tu le referais aujourd'hui, ce genre de truc? Je le referais, ouais. Et je pense qu'il faut pas qu'on arrête de le faire. Je pense on est une marque familiale, à taille humaine. Je vais pas dire que je connais la totalité des 4000 clients qu'on a chaque année, mais une grande partie, et ça fait partie de notre force, c'est cette dimension humaine. Et l'humain, pour moi, ça passe par l'humour, ça passe par l'autodérision. On a une équipe qui a un peu les mêmes références, les Monty Python, les choses comme ça, et ça nous fait marrer, ça fait marrer notre communauté aussi, et ça, on l'a découvert avec le temps. Et on veut pas plaire à tout le monde. Encore une fois, je pense que c'était la grande leçon du début. C'est les gens qui aiment bien Moser, ils achètent pas une Moser. C'est les gens qui adorent Moser. Mais pour avoir des gens qui adorent Moser, t'as des gens qui détestent Moser. Quand est-ce que t'es allé trop loin?
Une année plus tard, ouais. quand on a voulu refaire la même chose. Troisième année, j'avais 203. On en a fait plusieurs après. L'année d'après, on a fait la Swiss Icons Watch. Là, l'idée qui était géniale, je dis à mon frère, il me dit, mais putain, ça fait 2 années qu'on cartonne, tout le monde vient nous voir, on est la petite marque dont tout le monde parle. On est quand même au salon de la haute horlogerie à Genève, ouais. Où t'as Cartier, t'as IWC, t'as Audemars Piguet, t'as toutes ces grandes marques-là. Et quand tu vois les statistiques de fin de salon, la marque dont on a le plus parlé, c'est Moser. On a 50 mètres carrés dans un coin, eux, ils ont des milliers de mètres carrés. Et donc, je pense que ça a un peu frustré certains en se disant, attends, d'une certaine manière, on les finance en faisant parce qu'eux organisaient ces salons. Donc, une année plus tard, quand mon frère me dit, mais il faut qu'on ait encore une idée comme ça, parce que là, ça fait 2 années qu'on cartonne, mais maintenant, les gens nous attendent. Et ça devient une sorte de tradition. Et tout le monde me disait, mais vous savez faire quoi l'année prochaine? Donc, super idée. Je lui dis, écoute, j'ai encore le dessin. Je dis, on va faire une montre qui est en fait le tribute à toutes les icônes de l'horlogerie. Donc on fait une montre où on essaye de reprendre un maximum d'éléments iconiques des 40 dernières années de toutes les marques connues, Rolex, Patek, Audemars, Hublot, Richard Mille, IWC, Cartier, Panerai. Enfin, les gens l'appellent la Frankenstein. Donc on crée cette montre qui reprend tous ces éléments-là, qu'on appelle la Swiss Icons Watch, pour rester un certain parallélisme entre la Swiss Alp Watch, la Swiss Mad Watch, la Swiss Icons Watch. Et pareil, on prévoit de la lancer en janvier 2018. On pense qu'on est super smart, qu'on est super cool. On fait un petit film, encore une fois, qui va avec. On se dit, le thème là, en fait, on veut faire un tribute à toutes les belles marques qui ont développé notre industrie, et on va dénoncer en fait les marques qui fabriquent rien, qui sont des faiblesses, qui font simplement du marketing. Et qui se foutent un peu de la gueule du produit. Tu reconnais quand même bien donc le cadran Pepsi de la Rolex qui est superbe, le logo IWC qui est HMC, Moser et compagnie, Schaffhausen en dessous, ça c'est quoi, comment ça s'appelle ça, ça c'est le garde couronne de Panerai. De Panerai, le cabochon de Cartier, il y a les aiguilles Breguet, enfin il y a plein de choses, mais il faut s'amuser à essayer de toutes les retrouver. Ouais. Mais bref, donc super idée, on est super smart, on pense qu'on est super cool. Janvier 2000, on fait un petit film qui va avec. C'est validé par la Fédé, ça, c'est extraordinaire. On fait un petit film où en fait l'idée c'était allez, on va faire un film totalement différent où on va essayer un peu de se foutre d'attaquer en fait les marques qui justement n'ont jamais réussi à créer quelque chose, qui sont là que pour copier quoi. Okay. Et on fait un film où on voit un faux footballeur qui est en train de prendre de la coke, un faux James Bond, en disant bah voilà, et avec une sorte de tableur sur le côté, on voit en fait la valeur du produit en disant quand vous achetez une montre à 100, ce dont on parlait au début, 25%, il va falloir payer les droits pour les égéries. Après, il va falloir payer pour les soirées. Il va falloir payer pour ces trucs-là. Puis en fait, la valeur de l'horloger, c'est 10%. Et on fait ce film, on est tous dedans, encore une fois, tous les collègues sont là-dedans. Tu peux dire que ça peut dénoncer tout le monde, mais tu peux aussi le prendre un peu mal quand même, en face. Et donc on fait ce film, on trouve ça encore une fois, qu'on est super cool, super smart, on balance le truc juste comme d'habitude, c'est la même formule, quelques jours avant le grand salon. Et moi, on le fait toujours le soir, je vais me coucher, le lendemain matin, je me réveille, ça buzz de partout. J'appelle, comme tous les jours, on s'appelle avec mon frère quand je pars au bureau, j'ai 70 km, je l'appelle, je lui fais « Putain, c'est incroyable, comme on avait prévu, les gens adorent, etc. » Je pense qu'on fait les plus gros taux d'audience sur la plupart des canaux de l'horlogerie. Et puis, vers 10-11 heures du matin, je reçois un appel d'une personne dans l'horlogerie et je me dis bizarre que cette personne m'appelle, je vais pas répondre tout de suite. Là, je commence à avoir un gros doute et je rappelle, cette personne me dit mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais t'as merdé. Et je dis mais de quoi tu parles? Elle me dit mais là t'as le truc que vous avez lancé, mais j'ai des téléphones de partout, les gens sont complètement furax, ils me disent il faut prendre des sanctions, etc. Je me dis mais pourquoi? Et en fait on était tellement dans nos trucs et persuadés qu'on était super cool, que ça avait toujours marché, qu'on n'a jamais vraiment testé le truc. On s'est dit les gens vont prendre ça comme vraiment une ode à la belle horlogerie, et en fait ça a été compris totalement à l'envers. Et en fait toutes les grandes marques nous ont pris en grippe. On a des lettres d'avocats, failli nous mettre dehors de tous les grands salons, nous bloquer de plein de choses. On peut tirer chez des distributeurs?
légalement pas, mais la puissance de certaines marques font que si tu dis c'est un petit Rolex qu'appelle Boucherer qui dit pas Rolex sont au-dessus de ça, mais il y en a plein d'autres qui pourraient le faire. Et il est fort, il est fort. J'arrive pas à le coller. non, mais c'est vrai, Rolex ils sont dessus. Honnêtement, Rolex mais on a merdé. Enfin, on est a posteriori, je pense que c'était une super idée qu'on a très mal implémentée. Et ouais, j'ai dû m'excuser auprès de plein de monde. J'ai perdu, je pense, le stress de ce moment-là, c'était énorme. Parce qu'on savait pas enfin, je veux dire, on s'était battu pendant des années pour en arriver là. On arrive à 2018, tu commences à sentir le truc qui démarre. Et là, tout d'un coup, tout le monde, t'étais vraiment le paria, quoi. Mais les gens venaient même pas sur notre stand. Les journalistes disaient, mais... Alors, il y avait les deux choses. C'est devenu une légende. Enfin, à la fin de ce salon-là, les gros titres, c'était la montre la plus discutée, n'était même pas présente. Et en fait, cette montre, donc la Swiss Icon Watch, est devenue une légende. Enfin, depuis que peu importe où je voyage pour rencontrer des collectionneurs ou des clients, ils me disent, mais est-ce qu'elle a réellement existé, cette montre? Enfin, tout le monde la connaît, la Swiss Icon Watch. Elle a réellement existé. Et elle a réellement existé. Et elle existe toujours. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont été vendus? Non, à chaque fois, c'est une pièce unique. Donc, c'est une pièce qui est dans notre musée, qui est dans une boîte cachée. Il faut des empreintes digitales pour pouvoir avoir accès. Non, j'exagère. Maintenant, les choses se sont un petit peu calmées et je me suis excusé. Certains m'ont dit, t'as eu de la chance parce qu'au Moyen-Âge, on t'aurait fait venir à Genève à genoux en te flagellant pour t'excuser, quoi. Mais ça a été dur, mais ça nous a aussi quand même, ça a été une leçon de se dire, voilà, il y a quand même une fine line, il faut faire attention. On a été toujours sur le fil du rasoir, et ce que je disais toujours, c'est qu'à un moment, on prend le risque d'aller trop loin. Cette année-là, on est allé trop loin. Ouais. Tu regrettes ? Sur le moment, oui, parce que sur le moment, c'était dur, et aussi pour l'équipe. Tout le monde était hyper stressé. Tu savais pas de ce qu'allait. Enfin, les gens nous ont laissé entendre qu'il allait avoir des répercussions légales, etc. Et on savait pas, nous. La responsabilité dans dirigeant d'entreprise, bien sûr, que c'est de développer ta marque, développer ta boîte, mais la plus grande responsabilité, c'est de la protéger. Et je pense que c'est là où j'ai merdé, quoi. Ouais. Après. Mais est-ce que je regrette ? Non, je pense que si on n'avait pas testé, nos limites, ce que j'aime à dire, une marque ou une société comme la nôtre, c'est un peu comme un être vivant. Tu te développes. On a démarré, on était un peu des adolescents. Et il y a ce côté émancipation. Tu dois jouer un peu des coudes pour trouver notre place dans cette industrie. Enfin, t'as des mastodontes autour de toi qui veulent qu'une chose, c'est qu'il y a un minimum de petites marques parce qu'ils prennent de la place dans les magasins et ils veulent avoir plus de place. Donc, ils te mettent une énorme pression dans les réseaux de distribution, dans les réseaux de production, auprès des fournisseurs, auprès des détaillants. Et toi, tu dois jouer des coudes. Donc, t'es un peu, encore une fois, en adolescent qui doit trouver sa place et pour ça, doit tester les limites. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. Quand visible, on te rabaisse la tête un peu. Un petit peu, ouais. Et puis, je pense qu'on a trouvé nos limites. Mais après, on a grandi et puis on est sorti de cette adolescence et gentiment. Et c'est ce qu'on disait au début, il faut faire attention de ne pas le perdre, ça. En devenant plus adulte, on s'assagit et on peut perdre ce côté-là. Et on essaye, chez Moser, je pousse pour pas qu'on le perde. Il faut essayer de continuer à être comme ça. Ouais. D'aller tester des limites, des nouveaux territoires, de prendre des risques, de se planter de temps à autre. Parce que sinon tu prends le risque de devenir obsolète, comme certaines marques qui vieillissent avec leur clientèle, quoi. Ça, ce sont des coups d'éclat, en effet, qui construisent une marque aussi, je veux dire. Ça a créé une sorte d'aura. On est devenu les Mavericks de l'horlogerie. Enfin, ça est devenu un peu notre image. Ça a créé une communauté, des gens qui ont totalement adhéré à ça, qui trouvaient ça justement dans cette horlogerie très carrée, avec des codes, avec des règles. Il faut respecter. Tu ne critiques jamais une autre marque. Tu ne peux pas parler des autres marques. Le fait que Moser le fasse, ça a été apprécié par certains qui trouvaient justement que ça devenait un peu boring, quoi. Et en fait, ça nous a créé une communauté très forte, au point où au début, on devait se justifier de tout. Tu sais, dans les réseaux sociaux, les gens, c'est facile de critiquer. Au début, moi, je prenais ça énormément à cœur. Au début, tu fais peu importe ce que tu fais, tu as beaucoup de gens qui sont là et qui critiquent. Et moi, j'étais une chose que je faisais souvent, c'est le matin, j'arrivais, je commençais à essayer d'écouter un peu ce que disaient les gens sur nous, quoi. Donc, de regarder sur les différents réseaux ce qui se disait sur Moser, et je prenais ça de manière très personnelle, surtout quand c'était des critiques. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au bout d'un moment, c'est notre communauté qui a commencé à répondre à notre place, quoi, qui se sont vraiment appropriés la marque. Et ça a été un tourment assez incroyable, parce que ce que j'ai réalisé, c'est plus on avait des critiques, plus on vendait de montres. Et en fait, ça nous a permis de créer cette communauté très forte autour de nous. Et t'es allé encore trop loin après ? Tu m'as dit plusieurs années d'après ? Ou là, c'est quand même un moment où tu t'es calmé ?